communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue à Décideur Politique, l'émission du JDD.fr et de Décideur TV. Nous recevons aujourd'hui Chantal Jouanneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice de Paris, vice-présidente déléguée de l'UDI et ancienne ministre. Vous nous direz ce que vous pensez du climat et des affaires qui se succèdent depuis maintenant presque 2 semaines. On parlera aussi bien sûr des municipales à Paris, vous faites un tour de France en plus, et puis bien sûr des européennes puisque c'est l'une des surprises, vous êtes 3e sur la liste UDI-Modem en Ile-de-France. Bonjour Caroline. Bonjour. Comme chaque semaine, nous verrons ce qu'on dit de notre invité sur les réseaux sociaux et sur Internet. Mais commençons d'abord par ce drôle de climat à une semaine du premier tour des municipales. Avez-vous trouvé les explications de l'exécutif convaincantes sur leur degré de connaissance des écoutes de Nicolas Sarkozy ? Pas du tout. Non, mais vraiment pas du tout, effectivement. D'ailleurs, ça se voit parce qu'ils se contredisent argument après argument. On va distinguer le fond et la forme. Sur le fond, personne n'a les moyens de dire ce qui est vrai et ce qui est faux sur l'ensemble de ces affaires. Et il faut bien s'en garder, ce n'est pas le rôle du politique. Sur la forme, quoi qu'on en dise, on est quand même très étonné, par ce calendrier, et il faut le rappeler. Enfin, c'est un calendrier à quelques jours des municipales, où on a une série de communications et de révélations via la presse. On voit qu'il y a quand même une vraie concomitance avec ce que savait l'exécutif. Et puis, on était aussi, quand toutes ces affaires ont été révélées, c'était la semaine où la France était dégradée par l'Union européenne, où on a placé la France sous surveillance renforcée, au même titre que la Croatie ou d'autres pays. Est-ce que vous pensez que François Hollande était au courant que Nicolas Sarkozy était sur écoute ? On serait étonné qu'il ne le soit pas. Enfin, bon, je veux bien qu'on fasse semblant, on serait étonné qu'il ne le soit pas. Christiane Taubira dit qu'elle a averti le Premier ministre, mais pas le Président. Vous n'y croyez pas ? Si le Premier ministre est au courant, on se doute quand même qu'il se parle et que, concernant l'ancien chef de l'État, il serait étonnant qu'il ne se soit pas parlé d'une manière ou d'une autre de cette affaire. Voilà, ce sont des explications bon teint politiquement, mais on sait très bien concrètement ce qu'il en est. Vous avez été conseillère au ministère de l'Intérieur il y a quelques années. Est-ce que vous jugez crédible la défense de Manuel Valls dans ce dossier qui dit qu'il a découvert les écoutes dans la presse ? Est-ce que ça vous paraît crédible ? C'est autre chose. Il y a une vraie distinction entre la police judiciaire et la police dans sa partie plus sécurité quotidienne. Donc c'est autre chose. Là, pour la partie police, concrètement, c'est possible. Et globalement, ce climat des affaires, vous vous en inquiétez ? Vous pensez que ça va avoir des conséquences fortes sur le résultat au municipal ? Ou les gens que vous rencontrez sont loin de tout ça ? 2 choses. Je pense que la manière dont tout ça est sorti, c'est manifestement pour essayer de démobiliser la droite, parce qu'on voit bien que sur ces élections municipales, la gauche craint... L'exécutif, la gauche ? Oui, la gauche craint énormément d'avoir effectivement, de subir un revers majeur. Bon, ça, c'est un problème, c'est le calendrier qui nous le montre. Quant à nos concitoyens, ils sont plutôt écœurés par les méthodes, donc je pense que ça aura un contre-effet, mais un contre-effet double. Il y aura une mobilisation, je doute qu'il y ait une démobilisation. Par contre, ça fait bien évidemment le jeu des plus populistes, et du Front National en particulier. Évidemment, quand le Front National dit tous corrompus, on essaye de prouver par ces révélations successives, sans que je puisse vraiment vous dire ce qui est vrai ou ce qui est faux, parce que ce n'est pas mon rôle. Effectivement, ces successions de révélations alimente le Front National. Caroline. Nicolas Sarkozy est cité dans de nombreuses affaires. Pour l'instant, il a été mis en examen dans aucune d'entre elles. Mais est-ce que malgré tout, vous ne redoutez pas que toutes ces affaires puissent entraver son potentiel retour sur la scène politique ? Dans toutes ces affaires, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment à chaque fois un peu la République qu'on piétine un petit peu plus dans les prises de position excessives des uns et des autres. Comme je vous le disais au départ, le problème, c'est quelle est la véracité ? Personne ne peut le dire. Vous avez la gauche qui dit, mon Dieu, ce sont des scandales d'État. Sauf que non, mais je vais commencer par là. Sauf que la gauche, aujourd'hui, ne peut pas dire ce qui est vrai ou ce qui est faux, comme la droite non plus, d'ailleurs. Donc, il y a de nombre d'affaires sur lesquelles ça a fait pchit. Vous vous souvenez de l'affaire Tron ? Et finalement, on s'est rendu compte que tout cela était faux. Donc, ça, c'est un premier point. Deuxième point, bien évidemment que ça risque de lui porter préjudice. Bien évidemment. Et en même temps, si on se rend compte que tout ça n'est qu'une manipulation d'exécutif, j'espère qu'on s'en souviendra. Et on cherche à l'éliminer, à votre avis ?
Le gouvernement, Ah la bah, il y a gauche, de nombreux- cherche à l'éliminer? Il y a de nombreux candidats pour essayer de l'éliminer, ça c'est sûr. Venons-en au municipal. À une semaine du premier tour, la campagne de Paris semble presque pliée, si on s'en tient au seul sondage. Pensez-vous que Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est vrai qu'il a participé à un sondage, à un meeting de NKM à Paris. Est-ce que NKM peut encore gagner dans la capitale, la bataille de Paris? Bah, sur la bataille de Paris, ce qui va compter, c'est la mobilisation. Voilà, je pense que Nathalie a quand même une campagne de qualité. D'ailleurs, elle ne dévisse pas, contrairement à ce que tout le monde avait pronostiqué, qu'elle dévisserait rapidement. Elle ne dévisse absolument pas. Elle continue à avancer. Donc c'est une vraie bonne campagne, dans un contexte difficile, avec un milieu parisien difficile, tout particulièrement à droite. Maintenant, ce qui compte au-delà de son score à elle, c'est de gagner une majorité d'arrondissements. Et tout particulièrement les gros arrondissements, le 12e et le 14e. Là, ça me semble plus difficile. Alors venons-en aux européennes. Vous serez 3e sur la liste Île-de-France UDI-MoDem. Pourquoi ce choix? Pourquoi 3e et pas tête de liste, par exemple? Alors, d'abord, pourquoi aller aux européennes? Oui. Parce que c'est quand même l'ADN de l'UDI et de l'alternative en général, d'ailleurs, c'est les européennes. C'est de dire la France, elle sera plus forte demain si on est profondément pro-européen et qu'on utilise l'Europe et qu'on développe l'Europe. Deuxièmement, c'est parce que j'en ai vraiment marre d'entendre des populistes, Front National, Front de gauche, taper sur l'Europe alors même que c'est la solution à notre avenir. Et puis de l'autre côté, on a un PS et une UMP qui, eux, veulent de l'Europe, mais alors un peu du bout des lèvres, parce qu'il y a certains qui n'en veulent pas du tout et d'autres qui en veulent. Nous, chez nous, c'est très simple, tout le monde en veut de l'Europe. On est les Européens, on est à peu près la seule liste d'ailleurs aujourd'hui, profondément fédéraliste. Et ensuite, pourquoi 3e? Parce que c'est là où ça fait sens. Si je suis élue, c'est qu'on aura dépassé les 15%. Et voilà. Et si on a dépassé les 15%, ça veut dire qu'on aura réussi effectivement notre pari. Vous pensez donc, sur le papier pour l'instant, c'est vrai que vous ne semblez pas forcément avoir beaucoup de chances d'être élu, mais vous pensez que les listes de l'alternative, les Européens, je ne sais pas comment vous l'appelez, peuvent faire 15% Bah, il y a 9 mois, on était Ils peuvent à... talonner le PS. Il y a 9 mois, on était à 8%. Voilà. Ouais. Il y a 3 mois, on était à 12%. Donc oui, c'est 15%, très... Vous pensez pouvoir faire jeu égal éventuellement avec le PS qui, lui, est crédité de 16-17%? Vraiment, parce qu'on est les seuls à avoir une offre politique claire. Voilà. Et je pense que dans ce pays, il y a largement plus que 15% de personnes qui sont pro-européens. On est les seuls à être pro-européens. La surprise aux européennes, ça peut être le centre. Ce sera la surprise aux européennes. Ça peut être le centre. Cela fait maintenant 2 mois, un peu plus je crois, que Jean-Louis Borloo est en retrait de la scène politique, contraint par des raisons médicales. Est-ce que son absence ne risque pas de compliquer justement cette campagne européenne? On aurait préféré qu'il soit là, évidemment. On aurait bien préféré qu'il soit là. Ceci dit, on a avancé, on a construit les listes, on a abouti à un accord sur des listes. C'était long, effectivement, mais en même temps, on est le seul parti aujourd'hui qui additionne plutôt que de se diviser. Donc on est à peu près les seuls qui construisons aujourd'hui. Et puis d'un autre côté, on a quasiment finalisé notre projet. Et ça va être un projet très solide, très ambitieux. Donc on avance. Mais Jean-Louis, il sera là pour les élections européennes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques nouvelles sur sa santé? Est-ce qu'il va mieux? C'est long. Est-ce qu'il se remet? C'est long, il se remet lentement parce que c'est grave. Je le répète encore une fois, quand on a une pneumonie, il faut la traiter tout de suite. D'accord. Caroline. Alors sur Twitter, plusieurs internautes ont critiqué le choix de la tête de liste aux européennes, Marielle de Sarnez, qui est une proche de François Bayrou et qui postule à un 3e mandat. Pourquoi ne pas avoir choisi Ramayad? Marielle de Sarnez, elle est expérimentée. Il n'y a pas de raison de systématique. Des critiques. Elle est expérimentée. Elle n'est pas très âgée, donc elle peut largement prétendre à renouveler son mandat. Et vous savez qu'au sein de l'Union européenne, ce qui compte en plus, c'est effectivement d'être expérimenté. Contrairement à chez nous, où on change tout le monde tout le temps en faisant beaucoup de casting, l'Union européenne, elle mise beaucoup plus sur la continuité. Ensuite, c'était dans l'accord entre l'UDI et le MoDem. Donc c'était très clairement dès le départ. Profil que Ramayad, selon vous? Non, Rama aurait été un très bon profil aussi. Il y a pas de, mais Rama aussi pouvait aller dans d'autres régions. Il y a d'autres alternatives qui lui ont été proposées dans d'autres endroits de la France. Que pour les européennes, c'est vraiment un scrutin qui est un scrutin national. D'ailleurs, nous, on propose très clairement que le futur président de l'Union européenne soit élu au suffrage universel direct. Donc
je pense, enfin vraiment, il n'y a rien à dire sur la compétence de Marielle de Sarnez, puis sur le fond, elle est aussi très pro-européenne. Donc c'était une affaire de personne. Sur le fond, on est d'accord. Alors sur le site du JDD, un internaute se dit méfiant de François Bayrou, qui selon lui, je cite, trahit facilement. Vous êtes resté un peu discrète par rapport à l'alliance UDI-MODEM. Est-ce que vous vous méfiez, vous aussi, de François Bayrou ? Dans l'alliance, il y avait un élément qui a été exigé par Jean-Louis Borloo dès le départ, c'était que François Bayrou rappelle qu'il est dans l'opposition à ce gouvernement de gauche et qu'il y restera. Il l'a dit. Donc, peut lui faire confiance. Maintenant, la politique reste la politique. Donc, je pense que le principe de base de tout politique, c'est toujours, de toute façon, d'être un peu méfiant, voire parfois paranoïaque. Un internaute vous demande, alors c'est un peu précis comme question, comment on peut se prétendre de l'UDI et venir soutenir un candidat UMP-MPF dans l'heure ? Il dit du coup ne pas comprendre votre positionnement. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ? Alors ce candidat, c'est Sébastien Lecornu à Vernon, qui est ma ville natale, que je connais très très bien, qui est le candidat d'union entre l'UMP et l'UDI et qui a des investitures officielles avec le centre et qui, dans son programme, honnêtement, ne défend en rien des valeurs... Que ça suscite des interrogations qui soient soutenues par un parti qui, par exemple, est opposé au mariage pour tous c'est un grand classique. À chaque fois que vous allez soutenir un candidat, on vous dit « mais oui, mais attention, ce candidat, il a pris telle ou telle position ». Voilà. Sur le mariage pour tous, il n'y avait pas de consigne de vote de la part de l'UDI. Et d'ailleurs, au sein de nos parlementaires, il y a eu plutôt une majorité qui a voté contre le mariage pour tous. Moi, j'ai voté en faveur du mariage pour tous. Donc, ça ne doit pas être chez nous un point de clivage parce que Jean-Louis Borloo a considéré que c'était vraiment quelque chose qui relevait de la conviction personnelle. Vous parliez de votre ville natale, Vernon, dans l'Eure. Est-ce que vous avez un regret, puisque vous êtes sénatrice de Paris, vous aviez, à un moment, on avait parlé d'une possible candidature de votre part à la mairie de Paris. Est-ce que vous avez un regret aujourd'hui par rapport à cette bataille de Paris, de ne pas avoir finalement poussé l'un de vos objectifs au bout des choses? J'aurais bien aimé pouvoir mener cette bataille avec Nathalie, parce que j'ai toujours dit que Nathalie Kosciusko-Morizet elle est UDI compatible. Maintenant, ma candidature, elle divisait la droite. Bon, j'ai toujours gêné l'UMP à Paris, ça c'est une évidence, par mes prises de position sur l'écologie, le mariage pour tous ou d'autres sujets. Donc ma candidature l'aurait plus desservie qu'elle ne l'aurait servi. Et puis en plus, je suis déjà conseillère régionale, donc c'était pas la peine de courir tous les lièvres non plus. D'accord, donc là le prochain lièvre ce sont les européennes. Est-ce que ça fragilise pas votre position de sénatrice de Paris de vous présenter au Parlement européen ? Tout le monde comprend qu'aujourd'hui, surtout sur les sujets que je défends, à savoir l'écologie, l'essentiel de la législation est une législation européenne, premier point. Deuxièmement, quand on est à l'UDI, si on n'a pas envie de se relever les manches et de faire un vrai combat pour l'Europe, il faut changer de parti. Il faut vraiment, aujourd'hui, pour nous, UDI, l'Europe, c'est vraiment l'élément clé et de notre programme et de notre crédibilité. Un dernier mot, il y a quelque chose que peut-être on ne parle pas assez, mais qui préoccupe les Parisiens, c'est la pollution. On a atteint cette semaine des niveaux records. Est-ce que ce n'est pas un échec pour tous les gouvernements qui se sont succédés sur ce point-là? Vous avez été secrétaire d'État à l'écologie. Qu'en pensez-vous? Je partage 100% votre idée, c'est un échec pour tous les gouvernements qui se sont succédés, y compris celui dont j'ai fait partie, donc y compris moi, parce qu'on n'a jamais eu le courage d'aller au bout des mesures sur les questions notamment de circulation, sur le rééquilibrage entre le diesel et l'essence. Il y a à chaque fois beaucoup trop de lobbies qui sont présents. Il y a des associations qui ont déposé plainte. Elles ont raison, même si en disant ça, je ne peux pas invoquer mes propres turpitudes parce que je n'ai pas réussi à faire passer mes idées. Merci Chantal Joanneau d'avoir répondu à nos questions et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Décideurs politiques.